je vais vous faire un petit focus sur une étude qui a été faite par rapport au ressenti de patientes qui sont porteuses d'un cancer du sein métastatique. Alors je trouve que c'est une étude qui est assez intéressante parce que d'abord des études de ressenti, il n'y en a pas forcément beaucoup. Cette étude elle a été faite sur un échantillon qui est assez grand et qui permet peut-être, au-delà du cancer du sein métastatique, que les patients se reconnaissent un peu dans les items qui ont été proposés de répondre au questionnaire. Vous savez que dans le plan cancer, je sais pas quel micro je vais prendre, je prends celui-là. Dans le plan cancer, plein d'objectifs pour lutter contre le cancer, et c'est le 3e plan cancer, entre 2014 et 2019, nombreux objectifs pour encadrer la lutte contre le cancer. 17 objectifs, 4 grands axes. On fait un petit focus sur 2 axes par rapport à cette étude, où on nous recommande de faire une prise en charge globalisée et personnalisée du parcours de soins, parcours de santé, et on nous recommande d'essayer de diminuer l'impact du cancer sur la vie personnelle, globalement, disons, sur la vie des gens quand ils traversent cette épreuve-là. Le cancer du sein métastatique, on n'en parle pas beaucoup. Quand on parle du cancer du sein, on parle beaucoup du dépistage, on parle beaucoup des nouvelles signatures moléculaires. Je ne sais pas si vous avez entendu à la télé, à la radio, il y avait le congrès mondial de cancérologie qui s'est terminé hier, où on a vu des nouvelles signatures, enfin des signatures moléculaires qui ont confirmé qu'on pouvait maintenant faire un peu moins de chimiothérapie. Je ne vais pas détailler ça, mais on parle beaucoup du cancer du sein à la prise en charge initiale. Le cancer du sein métastatique, on n'en parle quasiment pas. En tout cas, il y a très peu d'études sur sur un aspect qualitatif du cancer du sein prise en charge à une phase plus tardive. Juste une diapo pour vous dire que de plus en plus, le cancer du sein métastatique devient une maladie chronique, c'est-à-dire qu'on a à notre disposition un panel de traitements qui permet de vivre avec la maladie avec des traitements qui sont tout à fait acceptables. Même si on n'a pas encore des traitements qui allongent considérablement la maladie, le fait que le contrôle de celle-ci soit fait avec des traitements qui sont acceptables permet d'avoir une meilleure qualité de vie. Et donc les dames porteuses d'un cancer du sein métastatique vont vivre de plus en plus longtemps avec des traitements qui sont de moins en moins agressifs. Alors je vais passer sur les chiffres. Juste un petit focus sur ces deux schémas. Ici, alors je prends ça de la droite. En cancérologie, on parle de survie sans progression et de survie globale. Alors c'est des très vilains termes, parce que quand on est à la place du malade, se dire qu'on est en survie, c'est pas terrible. En fait, les courbes, d'une manière générale, montrent que avec des traitements, alors je ne vais pas vous faire le détail statistique, mais quand le petit carré est sur la gauche de cette barre du 1, ça veut dire qu'on a un bénéfice avec ces traitements-là, et quand c'est de l'autre côté, ça veut dire qu'on n'a pas de bénéfice. Vous voyez qu'en termes de survie sans progression, c'est-à-dire de vie avec la maladie sous traitement, eh ben, on a beaucoup moins, de progression quand on poule toutes les études qui ont été faites sur le sujet. Et pour la survie globale, c'est pareil. Quand on poule toutes les études qui ont été faites sur le sujet par rapport au traitement, eh ben, le petit carré jaune, il est à gauche de cette barre du 1. Ça veut dire qu'on a un bénéfice à prendre les traitements, à la fois sur la diminution des rechutes et à la fois sur l'allongement de la survie. Ce n'est pas encore un effet qui est très 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 important, mais en tout cas, on est dans les prémices de quelque chose qui fait que c'est en train de bouger, et ça ne se voyait pas depuis des années et des années, où on avait beaucoup de traitements à notre disposition, mais on n'avait pas encore de gain sur la survie. Là, on commence vraiment à avoir des chiffres qui parlent, et vous voyez que progressivement, on a l'impression que ce carré il va se déplacer un peu vers la gauche, ça veut dire qu'on a une significativité qui est en train de s'allonger, et donc une survie, je suis encore désolé du terme, mais une survie qui est aussi en train de s'allonger. On s'est dit, c'est bien beau d'en parler, c'est bien beau d'allonger la survie, mais quel est le ressenti des dames qui ont à supporter ces traitements-là, et comment est-ce que les patientes ressentent cela? Alors, un petit préambule, cette étude elle a été faite en 2015-2016, donc ça commence en cancérologie, les choses vont très vite, ça commence à dater, c'était il y a 2 ans, et il y a 2 ans, les nouveaux traitements qu'on utilise de plus en plus maintenant, notamment par comprimés, n'étaient pas encore commercialisés de manière courante. On pouvait les obtenir dans le cadre d'études, mais de manière courante, n'étaient pas encore commercialisés. Donc vous verrez que ça a un impact sur le type de traitement que les patientes reçoivent.
Cette enquête, elle s'appelle Réalité, et donc on a présenté, nous les oncologues, 300 patientes pour essayer de savoir un petit peu comment les patientes ressentaient les choses. L'objectif de l'enquête, c'était d'essayer d'identifier le parcours des patientes, c'était d'analyser le vécu et le ressenti de la maladie, c'était d'étudier les relations avec les soignants, et essayer, et vous verrez que ce n'est pas très facile, essayer d'identifier ce qu'on peut faire avec la connaissance de toutes ces informations-là. Sur la méthodologie de l'enquête, au total, 230 patientes porteuses d'un cancer du sein métastatique ont répondu à un questionnaire. Ces patientes ont été orientées majoritairement par les oncologues, les radiothérapeutes ou les gynécos, et toutes étaient issues on va dire, d'un centre soignant. Alors beaucoup étaient dans des gros CHU, d'autres étaient un peu moins dans des centres d'un peu moindre importance. Il fallait que ces patientes aient un cancer du sein métastatique qui était diagnostiqué il y a au moins 6 mois pour avoir un recul nécessaire. C'était un questionnaire papier et il fallait qu'elles habitent sur le territoire national. Donc comme je vous l'ai dit, chose importante, on y reviendra tout à l'heure, c'était le questionnaire a été administré fin 2015. Quelles sont ces patientes? Les patientes avaient en moyenne environ, disons, 60 ans, avec les tranches d'âge qui se déclinent comme ça. Elles étaient la plupart du temps en couple, un tiers quand même, et un peu moins d'un tiers, disons, étaient seuls, 17% en famille, et puis quelques patientes étaient en maison de retraite. En moyenne, elles avaient 2 enfants. Elles habitaient assez proches des centres, puisque pour 80% d'entre elles, elles habitaient entre, disons, à moins d'1 heure de leur centre de prise en charge. Leur activité, elles étaient pour la moitié d'entre elles non actives, retraitées. Alors ça correspond évidemment à l'âge du diagnostic, disons, majoritaire du cancer du sein, puisque la majorité des cancers du sein sont diagnostiqués aux alentours de 60-65 ans. Le détail de leur profession, je ne vais pas détailler, mais 36% étaient employés et on avait 34% qui étaient en arrêt de travail ou en invalidité au moment du diagnostic. Alors ça peut s'expliquer par le fait que ça peut être une évolution d'un cancer pour lequel elles étaient déjà traitées et qu'elles étaient dans la continuité de leur arrêt maladie. Qu'est-ce que les patientes savaient de leur maladie? En fait, donc il y avait plusieurs items et on leur demandait quelle maladie vous avez. Eh bien, 2 tiers d'entre elles, et ça c'est plutôt assez intéressant, 2 tiers d'entre elles connaissaient l'existence de métastases, et ça veut dire qu'il y en a 1 tiers qui nous ont jamais dit dans leur questionnaire j'ai un cancer du sein métastatique. Il y en a qui disaient j'ai un cancer du sein, il y en a qui disaient j'ai un cancer avancé, et il y en a 2% qui disaient je ne sais pas. 1 tiers, je trouve que c'est beaucoup quand même, parce qu'une maladie aussi grave, on aime quand même que les patientes soient actrices de leur maladie. Ne pas savoir qu'on a un cancer du sein métastatique, moi ça me paraît difficile de... Enfin bon, c'est ce qu'elles ont répondu, mais ça me paraît compliqué de l'entendre. Et 1 femme sur 4 ignore le statut de la maladie. Alors ça peut être un peu moins, ça peut un peu plus s'entendre, savoir s'il y a la présence de récepteurs hormonaux, quel est le statut HR2, c'est quelque chose d'un peu plus médical, ça je pense qu'on peut l'entendre. Parmi ces 2 tiers de patientes qui savaient qu'elles avaient un cancer du sein métastatique, leur profil c'était pour les 3 quarts des dames qui étaient bien informées, d'une catégorie sociale professionnelle plutôt élevée, qui habitent dans des grandes villes, qui savent donc qu'elles ont des métastases, qui ont eu un peu moins recours à l'infirmière d'annonce et qui n'ont pas forcément besoin de brochures d'informations sur la maladie. Pour l'autre quart de ces patientes qui savaient qu'elles avaient un cancer du sein métastatique, c'était des agriculteurs ou des exploitants qui habitaient plutôt dans des petites villes. Elles disent avoir eu un cancer du sein sans forcément parler des métastases, mais elles connaissaient le diagnostic. Et ces patientes-là avaient plus souvent besoin d'un recours à l'infirmière d'annonce, elles avaient plus souvent besoin de brochures d'informations, et elles étaient plus nombreuses à chercher des informations auprès du pharmacien, de l'infirmière libérale, etc., etc. Toujours dans ces 2 catégories de patientes, le médecin référent, c'était plutôt l'oncologue pour ces patientes qui sont bien informées. Elles sont bien entourées avec tous les paramédicaux qui peuvent leur apporter des choses, et elles savent quel traitement elles prennent, puisque
elles savent par exemple qu'elles ont une thérapie ciblée et elles ont plus souvent recours au psychologue. Pour l'autre quart de ces patientes, leur médecin référent c'est plutôt le gynécologue. Alors est-ce que le gynécologue est bien apte à parler d'un cancer du sein métastatique? C'est toute la question. Ce sont majoritairement des femmes qui n'ont pas de traitement et le médecin généraliste, le médecin traitant est plus souvent cité comme soutien avec le rôle de l'infirmière affirmé. Au moment du diagnostic, comment ça se passe? Qu'est-ce que les patientes ressentent ou qu'est-ce qu'elles recherchent comme information? Bien, au moment de l'annonce du diagnostic, 82% des patientes sont satisfaites du temps d'explication de leur maladie par l'oncologue. Alors ça, c'est plutôt pas mal. Hein. Vous voyez qu'il y en a 14% qui sont assez contents. Donc ça veut dire que, grosso modo, si on poule ces deux données-là, on n'est pas loin de 100%. Ça, c'est plutôt bien, parce que ça veut dire que nous, oncologues, on a besoin de ces retours-là aussi, parce qu'on ne sait pas, en fait, on n'a pas d'évaluation de notre activité à nous. Ça veut dire que, globalement, on s'en sort pas si mal pour expliquer les maladies. Je trouve que si on poule un petit peu toutes ces barres de satisfaction, on voit quand même que d'une manière générale, on a un ressenti qui est plutôt assez positif avec la quantité, si j'ose dire, d'explications qui était plutôt satisfaisante. Le médecin a pris le temps de m'écouter, le médecin m'a apporté les informations que je souhaitais avoir, je me suis senti bien entouré, j'ai pu poser les questions que je souhaitais. Et puis il y a cette barre-là qui est un peu plus ennuyeuse, parce que du coup on a l'impression que tout est beau, tout est rose, et puis quand on demande « est-ce que vous avez compris les informations fournies par le médecin traitant ?», eh bien, il y a une femme sur deux qui dit « j'ai bien compris », mais l'autre partie qui dit « j'ai rien compris ». Alors est-ce que... bon après il y a des profils de patients, on va le voir un petit peu après, mais est-ce qu'elles ont entendu, pas écouté, est-ce qu'elles ont écouté et puis que c'est ressorti par l'autre oreille? Voilà, mais en tout cas, ça doit nous interroger parce qu'une femme sur deux a bien compris les explications. Donc une femme sur deux n'a pas compris. C'est un peu embêtant. Le recours à l'infirmière d'annonce, vous savez que systématiquement quand on met en route un traitement, on a recours à l'infirmière d'annonce. Et bien c'est ce qu'on croyait, mais dans cette enquête, il n'y en a que 2 sur 3 qui ont vu une infirmière d'annonce. Celles qui l'ont vue ont trouvé que c'était une rencontre qui était très utile, voire assez utile. Donc dans quasiment 100% des cas, les patientes, elles trouvent que c'est bien de voir une infirmière d'annonce à la suite de l'oncologue. Alors, je mets un petit bémol. Les infirmières d'annonce, on a tendance à les voir systématiquement quand on prescrit de la chimiothérapie, parce que c'est compliqué, parce que ça fait beaucoup d'informations. Mais quand on prescrit simplement un comprimé d'hormonothérapie, comme ça peut être le cas pour traiter un cancer du sein métastatique, les patientes, elles ne sont pas forcément en demande de voir une infirmière d'annonce pour leur réexpliquer ce que le médecin a déjà expliqué, les 3 ou 4 effets secondaires qui sont liés au traitement. Donc, on peut comment dire, moduler ce chiffre-là en disant bah, s'il y a une bonne relation entre l'oncologue et le patient, on n'a pas forcément besoin de voir une infirmière en consultation d'annonce pour prendre une hormonothérapie. Bon, c'est une explication qui vaut ce que ça vaut, mais les infirmières, donc, elles sont bien, puisqu'elles donnent des bonnes explications complémentaires sur la manière dont va se dérouler le traitement, sur la maladie, sur l'écoute, sur le suivi des traitements et les examens qui sont programmés. Et puis, c'est intéressant aussi sur tout ce qui est démarches administratives et explications complémentaires. Après l'annonce, les patientes, elles cherchent à avoir de l'information, et elles cherchent à avoir de l'information surtout à travers le médecin généraliste, pour un peu plus de la moitié d'entre elles. L'oncologue, pareil pour la moitié d'entre elles, et puis ensuite, tous les autres intervenants, que ce soit les amis, la famille, le psychologue, l'infirmière de ville, etc. Il y a un réel besoin d'information, et c'est vraiment ce qui ressort de cette enquête, il y a un réel besoin d'information des patientes sur la maladie et sur les traitements. Quel est l'impact des traitements? D'abord, qu'est-ce que les patientes ont comme traitement pour traiter leur cancer du sein métastatique? Je vous rappelle que c'était en 2015, et qu'en 2015, en dehors de l'hormonothérapie et de la chimiothérapie, on n'avait pas grand-chose comme traitement. Depuis, il y a des nouveaux traitements qui ont été commercialisés, qui se prennent en comprimés, et qui ont grandement changé la qualité de vie des patientes. En tout cas, à l'époque, pour 2 tiers d'entre elles, elles recevaient de la chimiothérapie, et ou de l'hormonothérapie en plus, et ou une thérapie ciblée, et ou de la radiothérapie, etc. Ça ne fait pas 100% parce qu'il peut y avoir des traitements qui sont combinés, mais vous voyez qu'à l'époque,
alors je dis à l'époque, c'était il y a 2 ans, hein, c'était pas si loin, hein. Et bien à l'époque, 2/3 des patientes avaient une chimiothérapie. Aujourd'hui, je pense qu'il y en a moins d'1 tiers qui reçoivent une chimiothérapie. Alors après, il y a des critères, il faut qu'il y ait des récepteurs qui soient positifs, etc., etc. Mais on est vraiment dans une désescalade du traitement. Et ça serait intéressant de refaire cette étude à l'heure actuelle, parce que maintenant, je vous dis, bah, beaucoup moins de chimiothérapies sont faites dans ce cadre-là. Par rapport au traitement, est-ce que l'annonce des traitements a été bien faite? Bah, encore une fois, on a plutôt l'impression que les patients sont satisfaites des explications que le médecin a données. Vous voyez que globalement, on a des taux qui sont au-dessus des 2/3. Donc, ben, on a pris le temps d'expliquer les traitements, les patients ont bien compris leur traitement, et avec l'infirmière d'annonce après derrière, ça permet de bien encadrer les patients. Est-ce que vous avez souffert d'effets secondaires qu'on peut attribuer au traitement? Alors oui, pour plus de 2/3 des cas, essentiellement pour les patients qui sont sous chimiothérapie. Alors on enfonce un peu une porte ouverte, hein, parce que la chimiothérapie, il y a beaucoup d'effets secondaires, mais vous voyez que dans plus de 75% des cas, les patientes, elles ont des effets secondaires de la chimiothérapie, et elles ont des effets secondaires aussi des autres traitements, hormonothérapie, anticorps, etc., etc. Il y a aussi des effets secondaires. Quels effets secondaires? Alors sans surprise, la fatigue, hein, pour la grande majorité des patientes. La perte des cheveux, c'est 1 sur 2, et c'est évidemment que la chimiothérapie qui fait perdre les cheveux, mais aussi les nausées, sécheresse cutanée, douleurs, vomissements. Voilà, je ne vous fais pas le détail de tous les effets secondaires, mais c'est des effets secondaires qui sont assez classiques par rapport au traitement, essentiellement par rapport à la chimiothérapie, et ça a un réel impact sur la qualité de vie des patientes. Impact de la maladie sur la qualité de vie, sur la vie des patientes. Eh bien, plus d'une femme sur 2 estime que la maladie a un impact sur leur vie quotidienne. Alors, une petite partie, on va dire, disons 44%, disent qu'il y a un impact qui est faible ou limité, et c'est celles qui supportent plutôt bien la chimiothérapie, c'est-à-dire qui n'ont pas trop d'effets secondaires de la chimiothérapie. Et une petite moitié, une grosse moitié, disent qu'il y a un impact moyen à fort de la maladie, mais aussi des traitements et des effets secondaires engendrés par le traitement. Et c'est majoritairement des patientes qui ne supportent pas bien leur traitement, qui ont des effets secondaires liés à la chimiothérapie quasiment dans tous les cas. Et dans ces cas-là, elles disent qu'il y a un réel impact de la maladie sur la qualité de vie au quotidien et sur les activités quotidiennes. Les effets indésirables, on en a déjà parlé. Juste pour vous dire que les patientes, elles en parlent volontiers à leur oncologue des effets secondaires. C'est logique parce que c'est eux qui connaissent le mieux les traitements. Aux médecins généralistes, mais souvent ils sont un petit peu désarmés parce qu'ils ne connaissent pas forcément bien les traitements et donc du coup ils ont tendance un peu à dire « allez voir votre oncologue ». Les infirmières du service, elles connaissent bien les traitements, donc il ne faut pas hésiter à leur en parler. Et les pharmaciens, ils sont de plus en plus formés, notamment à tous les traitements oraux, ils connaissent de mieux en mieux. Donc du coup, on peut aussi parler des effets secondaires aux pharmaciens qui délivrent les traitements. Est-ce que vous avez ressenti des difficultés liées à la maladie et quel a été l'impact? Alors vous voyez que ça c'est plutôt assez diffus, disons, il n'y a pas vraiment quelque chose qui sort en particulier. Il y a un ressenti, disons, au niveau physique, avec douleur, état de fatigue, un impact au niveau domestique. Bon, je ne vais pas tout vous détailler non plus, mais j'enfonce une porte ouverte en disant qu'un cancer du sein métastatique sous chimiothérapie, ça impacte sur toute la vie des patientes, domestique, familiale, relationnelle, etc., etc. Le ressenti des traitements, 54% des patientes disent qu'elles sont plutôt d'accord en disant qu'elles ont été bien informées sur le traitement. La plupart disent que ce traitement reste quand même contraignant. Alors je vous rappelle que c'est surtout de la chimiothérapie, donc c'est qu'à moitié étonnant. Il y en a qui disent, parfois, j'ai pas tellement envie de reprendre mon traitement. La majorité disent quand même qu'elles se sentent plutôt bien avec le traitement, même si c'est difficile, elles se sentent mieux avec le traitement. Parfois, quand elles se sentent bien, elles ont envie d'arrêter le traitement. Parfois, le traitement fait plus de mal que de bien, enfin on en a l'impression en tout cas. Et parfois, quand je me sens mieux, j'ai envie d'arrêter le traitement. Encore une fois, c'est des choses qui sont transposables à n'importe quel cancer et n'importe quel traitement. Hein. On fait un petit focus sur les cancers du sein métastatique, mais n'importe qui sous chimiothérapie a ce ressenti quasiment en permanence. C'est-à-dire qu'il y a
les patients, ils oscillent entre plusieurs états en se disant je sais que mon traitement me fait du bien, mais au bout d'un moment, j'en peux plus. Quel recours aux professionnels de santé? Ben, vous voyez qu'il y a beaucoup de professionnels de santé auxquels on peut avoir recours. Les psychologues sont en tête. Alors c'est assez logique parce que les psychologues, les établissements de soins ont compris depuis très longtemps l'intérêt d'avoir des psychologues au sein des équipes, des psychologues qui sont un peu spécialisés sur la prise en charge oncologique, et donc du coup, il y a un effet facilitateur du fait qu'ils soient à proximité. Et puis, tout ce que je vous disais tout à l'heure, tout ce qui est à côté, et notamment l'hypnose qui n'est pas notée ici, mais vous voyez que la prise en charge diététique, la prise en charge esthétique, l'activité physique, on promeut ça de plus en plus quand les patients sont sous chimiothérapie, l'homéopathe, le sophrologue, bref, tous ces soins, a priori, sont très intéressants pour les patientes, et vous voyez qu'en général, quand elles y ont recours, elles sont plutôt très satisfaites de tout ce qu'on peut proposer autour du traitement et autour de la maladie. Quand on demande aux patientes pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas eu recours à ces professionnels de santé, la plupart du temps, c'est soit on ne me l'a pas proposé, soit j'en ai pas envie. Vous voyez que la composante trop chère intervient dans très peu de cas. Pourquoi? Encore une fois, parce que les établissements de soins ont compris que le fait d'intégrer ces personnels et ces soins à l'intérieur du service, en donnant un peu la gratuité des soins, alors bon, c'est peut-être pas tout à fait gratuit, mais pour les patients en tout cas, ils n'ont pas à sortir les billets au moment de la consultation, mais en tout cas, c'est pas la composante monétaire entre guillemets qui pose souci. Qui soutient ces patientes? Alors ça c'est pareil, on peut en discuter et c'est l'intérêt après d'avoir peut-être une discussion avec vous, mais ce qui ressort en premier c'est mon entourage, ma famille, mes amis. C'est eux qui sont vraiment le plus à même de soutenir les patientes. L'oncologue vient juste après, et puis ensuite le médecin généraliste, les infirmières, etc. etc. L'entourage, c'est vraiment quelque chose qu'il faut privilégier, et je suis très content qu'on en parle après tout à l'heure, parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément bien pris en compte, c'est quelque chose qui est difficile pour la famille, qui est difficile pour les amis, et vous voyez que c'est quand même ce qui fait le plus besoin, comme on dirait dans la région, pour soutenir les patientes. Qu'est-ce qu'on pourrait proposer, une fois qu'on a fait ce constat-là, de quoi ont besoin les patientes, qu'est-ce qu'elles voudraient voir mis en place? Plein de choses. Mais pas forcément ce à quoi on s'attend le plus. Vous allez me dire, Internet, on a envie d'aller voir sur Internet, on veut avoir les informations sur Internet, etc. Vous voyez que sur Internet, c'est pas forcément ce qu'elles souhaitent le plus. C'est assez hétérogène dans ce qu'elles voudraient voir sur Internet. Par contre, les patientes sont très demandeuses de brochures un peu spécifiques sur la maladie, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a plein de brochures sur dépistage, signature moléculaire, oncogénétique, machin bidule, mais des brochures un peu plus spécifiques sur le cancer du sein métastatique, il n'y en a pas beaucoup. Donc elles sont demandeuses d'informations, elles seraient très intéressées pour avoir des brochures un peu plus spécialisées, d'avoir des groupes de parole avec les médecins, d'avoir une plateforme téléphonique avec une infirmière, etc. etc. Les patientes, elles ont besoin d'informations, elles ont besoin de trouver une information spécifique sur leur maladie à elles. Au terme de toute cette étude, on peut faire quatre profils de patientes. Un groupe de patientes qui sont très en colère, qui expriment le fait qu'elles ont besoin d'informations, mais qu'elles ne le trouvent pas forcément. Et c'est chez ces patientes-là qui sont très en colère qu'il y a le plus gros impact sur la vie des patientes. Un deuxième groupe, à peu près du même âge, qu'on pourrait appeler femmes anxieuses face à la maladie, et qui, elles, recherchent des solutions, qui sont dans l'action. Elles ont été très fragilisées par la maladie, mais le fait d'être dans l'action, le fait d'essayer de prendre en charge elles-mêmes leur maladie, leur permet d'avancer. Et du coup, il y a un impact un peu moindre de leur maladie sur leur qualité de vie. Et elles sont très ouvertes sur plein de solutions qui pourraient leur être proposées. Troisième groupe de patientes un poil plus jeunes, c'est celles qui disent moi je suis confiante, j'ai la maladie, mais je suis confiante, j'ai eu des informations, je suis bien entourée, j'ai été bien informée, j'ai compris ce que j'avais, je vais vivre avec. Et du coup,
très peu d'impact sur leur maladie, en dehors des effets secondaires des traitements, mais c'est des patientes qui sont assez sereines par rapport à ça. Et puis un quatrième groupe de patientes plutôt un peu plus âgées, qui se tiennent très à distance de la maladie, qui ne sont pas forcément dans le déni, mais qui se disent, bon, voilà, j'ai la maladie, mais je l'occulte un petit peu, je vais essayer de vivre comme avant. C'est des dames qui n'ont pas forcément besoin de recherche d'informations, et la maladie n'a pas beaucoup d'impact sur leur vie, puisqu'elles le mettent de côté. Il y a une deuxième étude qui a été faite, je vais finir là-dessus, en France. À partir de cette étude, il y a un certain nombre de tables rondes qui se sont mis en place, spécifiquement, toujours pareil, pour les patientes porteuses d'un cancer du sein métastatique, pour essayer de voir si c'était dans la vraie vie, puisque l'étude d'avant, c'était des questionnaires qui étaient auto-administrés, donc on peut mettre un peu ce qu'on veut. Là, en l'occurrence, on a voulu voir si les items qui étaient ressortis de cette enquête étaient en pratique la réalité. Donc il y a eu un certain nombre de tables rondes qui ont été organisées dans toute la France. 80 patientes ont accepté de participer à ces tables rondes. À Limoges, on y a participé. Et il y a eu 3 choses essentielles qui sont sorties. La première, c'est que les patientes se sentent toujours très isolées. Seulement 44% des patientes se sentent entourées et écoutées. Donc dans la pratique, il y a une sorte de sentiment d'isolement, de mise en marche un peu, de mise en marge, pardon, et de la société, peut-être de l'entourage, etc. Et il peut y avoir 2 choses là-dessus, enfin, à mon avis, avec un peu de recul, mais on est peut-être un peu tôt en 2016, mais actuellement, on peut se dire que avant, quand les patientes avaient de la chimiothérapie, on voyait qu'elles étaient malades, donc il y avait un certain soutien de la société. Actuellement, avec nos traitements en comprimé, les patientes, elles ne paraissent pas malades. Elles ne perdent pas leur cheveux, elles ne vomissent pas, elles vont bien, elles ont juste des comprimés à prendre, mais elles vont bien. Et du coup, il y a un sentiment d'ambivalence en disant je suis malade, mais je ne suis pas reconnue comme telle, mais je n'ai pas non plus envie d'être reconnue comme telle, mais je suis quand même malade. Donc c'est un sentiment un peu compliqué qui fait que le ressenti des patientes, c'est de se dire je suis quand même un peu isolé, parce que je ne peux pas en parler, parce que je n'ai pas envie d'être malade, mais je suis quand même malade, écoutez-moi. En gros, c'est un peu ça. 2/3 des patientes retrouvent que la maladie a un impact moyen sur la relation aux autres, et 27% des patientes vivent seules. Ce qui ressort, et c'est exactement la même conclusion que l'étude précédente, c'est qu'il faut améliorer la communication. Il y a encore 1/4 de ces femmes qui ont participé aux tables rondes qui disent qu'elles sont peu ou pas informées sur leur maladie, et que on retombe dans la moitié des patientes qui disent qu'elles n'ont pas eu, enfin elles n'ont pas compris en tout cas la globalité de leur maladie et les informations qu'on leur a données. Et enfin, elles ont besoin d'une reconnaissance et d'une reconnaissance de citoyenneté, c'est-à-dire que quand on est malade, on perd tout en quelque sorte, on perd son travail, on perd son statut social, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué à vivre. Comme je vous disais, on parle très peu du cancer du sein métastatique, et ces patientes, elles ont envie qu'on en parle plus pour une prise en charge plus valorisante et pour une prise en charge qui laisse une place sociale à ces patientes. En conclusion, beaucoup de progrès ont été faits depuis les premiers états généraux de la Ligue contre le cancer, une relation à l'oncologue qui prime, des relations humaines qui sont à privilégier. Dans cette population, le rôle d'Internet n'est pas aussi prégnant que ce qu'on pourrait penser. Mais par contre, les patientes restent très avides d'avoir des informations, peut-être sur des supports un peu plus classiques, des brochures, etc., pour donner de l'information. Les associations de patientes ont du pain sur la planche, ça tombe bien, on est là pour ça. On observe donc 4 groupes de patientes qui peuvent d'ailleurs, ces groupes de patientes, je ne vous l'ai pas dit, mais les patientes, elles peuvent osciller dans plusieurs états. Elles peuvent être d'abord en colère, puis résignées, puis... donc il faut savoir, nous aussi, évoluer en fonction de ces cycles timiques, comme disait Nicolas Signol, pour adapter la prise en charge et faire en sorte qu'on ne passe pas à côté d'un certain nombre de choses. Voilà, je vous remercie.